Pour le régime minier, c'est assez court. Je vous représente encore des échantillons. Eh bien, on a nos deux failles de Deschambault, failles de Neuville. On est dans une zone où les risques sismiques sont élevés. Et on a des zones, comme où nous sommes, où il y a des contraintes majeures. Contraintes majeures pour les minières. Les minières ne peuvent même pas penser faire quoi que ce soit dans les zones en vert. C'est exclu du domaine minier. Ce sont des zones urbanisées, si on peut dire. Et à ces endroits-là, pas question. Il n'y a même pas possibilité de détenir un claim minier. Il y a d'autres zones où c'est de la villégiature, où là, sous condition, il pourrait éventuellement peut-être avoir une mine, mais ça serait à voir au coup sur coup. Donc, juste pour vous dire que la municipalité d'Échallon, elle est au complet sous prospection gazière et pétrolière, et il y a des petites parties du territoire, peut-être 10%, qui excluent du domaine minier. Donc, on voit que vous êtes un peu plus protégé du côté minier. Maintenant, l'eau. Ça ici, c'est la zone agricole, donc c'est à peu près tout Deschambault sauf le périmètre urbanisé. Donc, il y a différents sols en culture. Donc, selon les couleurs, c'est du blé, du soya, etc. Il y a certaines cultures qui demandent plus d'eau que d'autres. Et là, on peut voir aussi sur cette carte-ci les bassins versants. Là où nous sommes, c'est la rivière Charland. Donc, c'est 5 km², c'est un petit bassin versant. Et on a la petite rivière du Chêne. Donc, c'est un bassin versant de 350 km² qui comprend la majeure partie de Deschambault. Et la quantité d'eau qui est prélevée à Deschambault, c'est 141 000 mètres cubes d'eau par année. Et c'est de l'eau 100% souterraine. Ce sont des puits d'eau de municipalité qui fournissent l'eau en majeure partie aux résidents. Donc, ça correspond à 420 litres par jour par personne. C'est quand même très peu si on compare à d'autres municipalités de la MRC. Donc, votre réseau d'aqueduc dessert un peu plus de 1232 personnes dans un cas, 50 dans l'autre cas. Et comme on peut estimer que 915 habitants, bien, on se dit probablement que toutes les personnes de Deschambault ont l'eau fournie par la municipalité. Je n'ai pas fait d'études pour savoir si c'est le cas ou non. Mais j'ai été quand même voir sur le site du ministère de l'Environnement où sont les puits d'eau potable. Mais juste avant d'y arriver, je vous signaler que l'eau qui est ici, c'est de l'eau souterraine captive, c'est-à-dire que des couches de roches imperméables qui empêchent à l'eau de migrer, et que cette eau-là est comme protégée. On a un indice de vulnérabilité faible, donc elle est comme protégée des déversements qui pourraient avoir lieu. Ça, c'est avantageux. Mais dès qu'on va vers le sud, Sainte-Françoise, Sainte-Sophie, la situation change drastiquement. Excusez-moi le jeu de mots, mais l'indice drastique devient plus élevé, donc on a une plus forte vulnérabilité des sources d'eau potable. Les puits d'eau, comme je vous dis, j'en ai trouvé finalement 32, dont 7 puits municipaux, principalement dans cette région-ci, où on trouve les puits municipaux. Et là, je vais vous expliquer ce que la loi prévoit pour la protection de l'eau potable. Il y a des protections qui sont horizontales à partir de 2 règlements. Un règlement sur le pétrole et gaz naturel qui dit qu'on ne peut pas forer un puits à moins de 100 mètres d'une maison ou d'un chemin. Ça dit aussi dans le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection de M. Hertel, c'est le règlement de 2014, il doit y avoir une distance de 500 mètres entre un puits gazier et puis un puits d'eau potable. Donc, c'est la protection que le gouvernement veut sécuritaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vous... Là, ici, j'ai la barre qui indique 1 km. Je vais vous représenter qu'est-ce que ça signifie sur la carte. Donc, chaque puits est entouré d'une zone de protection de 500 mètres. Je ne l'ai pas fait pour tous les puits, c'est un peu long, mais c'est juste pour vous montrer qu'il y a de l'espace libre autour des espèces de ronds, des cercles. Et comme les plateformes gazières font 1 hectare,
Donc, le puits est nécessairement, la tête de puits est nécessairement à l'intérieur de cet hectare-là. Eh bien, moi, je vais ici un autre cas. Ici, c'est à Saint-Janvier, donc encore une plateforme de 1 hectare. J'ai rapporté des plateformes sur votre territoire à Deschaillons. C'est ce que j'ai écrit ici, table. Table avec les petits losanges jaunes de 1 hectare. J'ai tout mis à l'échelle. Donc, ça vous représente bien qu'est-ce qui arriverait si l'industrie s'implanterait. Bien, elle ferait, tantôt j'avais dit 6, bien, elle mettrait 6 plateformes ici pour drainer l'entièreté de votre sous-sol. Donc, comme je vous ai indiqué ici, j'ai fait un exercice avec 5 km². Chaque plateforme draine 5 km² en profondeur. Ce n'est pas en surface, c'est en profondeur. Mais ce qu'on peut quand même voir tout de suite, c'est qu'il y a certains puits là, qui sont dans la zone qui est drainée. J'ai donné une orientation pour les puits horizontaux, mais ça peut être une autre orientation. Ça pourrait être celle-ci, par exemple. Et celle-là, ben, au lieu d'aller dans le fleuve, parce qu'on n'a pas le droit d'aller forer dans le fleuve, je l'ai coupée en 4. J'ai mis 4 puits horizontaux dans ce sens-là, et il n'y en a pas de l'autre côté. Donc, c'est une plateforme à 4 puits, au lieu d'une plateforme à 8 puits, telle que prévue par les compagnies. Mais c'est juste pour vous signaler que c'est possible de le faire, à l'heure actuelle. Sauf que si la distance séparatrice, au lieu d'être de 500 mètres, que le règlement RTL prévoyait une distance de 1000 mètres ou 1 km, et bien là, ce qu'on aurait, c'est des cercles beaucoup plus grands autour des plateformes. Et là, on s'aperçoit qu'ici, par exemple, on est trop proche de la plateforme. Ici, même chose. Il y a des puits qui sont trop proches de la plateforme. Donc, on se retrouve avec 3 plateformes en moins. Évidemment, ça devient plus difficile d'installer des plateformes si la distance de protection est un peu plus grande. Si on avait 2 km, eh bien, les 2 plateformes qu'on a là, eh bien, celle-là aussi disparaîtrait. On se retrouverait dans une situation où ça serait extrêmement difficile de procéder à l'exploitation gazière ou pétrolière, compte tenu des puits que vous avez. Là, il reste à voir. Est-ce que ce sont des puits qui servent au bétail ou à l'alimentation humaine? Si les puits servent au bétail, eh bien, ces puits-là n'existent pas au sens du règlement de protection des eaux potables. On considère que les animaux, ou en tout cas, nous, c'est juste pour l'eau potable à consommation humaine. Mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Et puis, si vous pouvez faire l'exercice un jour, une fois que vous saurez exactement où sont les puits d'eau potable dans votre municipalité, bien, vous pourrez calculer quelle serait la distance séparatrice où les compagnies auraient vraiment de la difficulté à forer. Et ça serait complètement différent si on imaginait qu'il faudrait tenir compte aussi de toutes les sections horizontales. Parce que les sections horizontales, ils vont en dessous des maisons, ils vont en dessous des puits d'eau. Si on tient compte de cette section horizontale, est-ce que 100 mètres suffirait? Est-ce que 500 mètres suffirait? Ça serait intéressant de le calculer. Ça, c'est vous l'avez vu sans doute en entrant, on voit ici la section horizontale qui est fracturée, et il y a quelqu'un ici qui utilise son eau potable, qui est possiblement contaminée, et il dit, ah, il n'y a pas de problème, ils sont à plus de 500 mètres, ils sont à 1 km. Sauf que, comme je vous dis, c'est de la tête du puits à la tête du puits, mais ça ne veut rien dire quand tu peux avoir des sections horizontales. La protection verticale, eh bien, elle est de 400 mètres sous l'aquifère. Et la plupart de l'industrie dit, bon, inquiétez-vous pas, on n'est pas à 400 mètres, on est à 4 km. Sauf qu'ici, je vous l'ai montré tout à l'heure, le chai de l'Utica est à 500 mètres de profondeur. On est très, très proche des limites du règlement. On a une plus forte possibilité de contamination de la nappe phréatique, parce qu'on est dans le corridor peu profond, comme on l'a dit. Et on peut voir que la courbe qui est en rouge, c'est la possibilité d'avoir des fractures naturelles. On peut voir qu'il y en a beaucoup qui peuvent dépasser 400 mètres. Il peut y avoir des fractures naturelles de 1 km. Parce qu'il faut tenir compte de ce que la compagnie fait quand une fracture, mais aussi du sous-sol. Si le sous-sol est déjà fracturé naturellement, bien, les additifs chimiques et l'eau pourraient se prendre ces conduites-là puis
se trouvait un chemin jusqu'aux nappes phréatiques. Et c'est pour ça que je vais passer vite parce que j'ai peu de temps, mais il y a eu des scientifiques, des universitaires, des hydrogéologues qui ont étudié la région des Bécancour et qui ont dit que comme il y a des failles naturelles dans l'Europe, des grandes comme des petites, eh bien, il y a des risques de contamination des nappes phréatiques. C'est ce qu'ils affirment pour la région de Bécancour. Il y a eu des études aussi à Saint-Édouard, et ça a été la même chose. C'est la Commission géologique du Canada qui a démontré que ça pouvait emprunter des failles et faire en sorte que, même si les failles sont souvent scellées, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas la migration d'eau, ils pourraient quand même s'ouvrir. C'est comme des chemins préférentiels qui sont quand même fragiles. Donc, ils disent que des précautions devraient être prises lors des forages et la fracturation hydraulique, FH, fracturation hydraulique, devrait être évitée dans ces zones. Donc, c'est quand même des universitaires reconnus, commission géologique, qui disent qu'il faut être très prudent. Je passe un peu là-dessus pour vous laisser avec quelques figures. Ici, on voit Mme Normando et M. Arcan, les deux ministres de l'époque, qui découvrent le gaz de schiste et qui s'aperçoivent que c'est un sujet explosif. Un peu plus tard, au mois 2011, parce que là, les comités citoyens s'organisent et tout le monde gueule un peu. Et là, il se dit, ben là, donnez-moi une aspirine, parce que là, j'ai quelque chose qui me tarabuste le crâne. En 2012, eh bien là, c'était sur le Mont-Royal, il y avait plus de 250 000 personnes qui ont formé une main au pied du Mont-Royal. Et les opposants du gaz de schiste, on était ici dans le Canada. C'était quand même quelque chose d'assez formidable et je crois que ça a quand même fait en sorte que le gouvernement prenne le bord. Mais M. Arcan est revenu au pouvoir. Il est revenu en tant que ministre de l'Énergie cette fois et au mois de décembre, il nous a imposé le bâillon, c'est ce qu'on voit sur la caricature, pour édicter la loi sur les hydrocarbures. Donc, pourquoi c'est important pour moi d'être ici avec vous ce soir? C'est parce que de l'eau, on en a très peu. Ici, l'eau douce, c'est la petite bille qui est ici, là, au centre des États-Unis. On a très peu d'eau douce sur la planète. Et la principale partie, c'est de l'eau souterraine. Et la quantité d'air dans l'atmosphère, c'est pas immense non plus. Et c'est pour ça qu'à force de consommer du charbon, du pétrole et du gaz, on en vient à émettre des gaz à effet de serre, 41 milliards de tonnes par année, ce qui fait en sorte que la concentration de CO2, de méthane et des autres gaz à effet de serre augmente pour la plupart, et qu'on a plus de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. En fait, le potentiel de réchauffement est 37% de plus qu'en 1990. Donc, il faut vraiment qu'on aille dans une autre direction. Parce que la température risque de s'élever à 4 degrés Celsius en moyenne pour la planète en 2100 et ça va encore continuer. Parce que ces effets-là, ça se passe sur des siècles. Ça dure des siècles. Même si on arrêtait l'interrupteur de nos émissions maintenant, il y a quand même quelque chose qui durait très longtemps avant que ça revienne à la normale. Comme on le voit ici, la courbe en bleu, même si on n'atteint pas 2 degrés Celsius, ça reste comme ça des siècles et des siècles. Donc, on sait maintenant qu'on a multiplié la vitesse de réchauffement par un facteur de 170, même plus que ça. C'est que compte tenu de l'astronomie, on sait que la Terre sera en période de refroidissement. N'eût été des activités humaines, elle se refroidirait. En fait, elle se réchauffe 170 fois plus vite qu'elle devrait se refroidir. Donc, c'est vraiment nous qui sommes responsables de ce qui se passe sur la planète, que ce soit la quantité d'eau, des inondations, etc. Donc, mieux vaut prendre le changement par la main avant qu'on nous prenne par la gorge. C'est un ancien premier ministre qui nous disait ça il y a déjà longtemps, Winston Churchill. Et c'est pour ça que je suis prêt à répondre à certaines questions avant d'arriver à la loi sur les hydrocarbures dans la deuxième partie qui durera 15 minutes. 15 minutes. Sur l'échantillon, sur les niveaux, sur les limites de séparation.
Sur la fracturation? Oui, monsieur. Y a-t-il la fracturation avec la géothermie, c'est-tu la même chose? Oui, il y a certains procédés, ou même des fois pour extraire de l'uranium ou tout ça, on peut des fois fracturer la roche. Mais si on fracture la roche, il peut arriver que d'autres choses s'en échappent, soient libérées dans l'atmosphère. Mais ce qui est pire dans le cas des hydrocarbures, c'est qu'on risque de libérer du méthane, qui est un fort gaz à effet de serre et qui agit très rapidement pour réchauffer le climat. La plupart des scientifiques disent qu'il faut traquer le méthane qui s'échappe de la Terre en premier lieu. Il faut commencer par ça. Donc, les dépotoirs, les rizières, tout ça, il faut empêcher le méthane de réchauffer la planète parce qu'on sait que le CO2, ça va durer des siècles et des siècles. Mais on ne veut pas dépasser un point limite. Parce que si on dépasse un point limite et que l'Antarctique se met à fondre, par exemple, les niveaux d'eau vont monter de plusieurs dizaines de mètres. On veut essayer d'éviter des points de bascule. Même le Premier ministre Couillard, à un moment donné, en avait parlé. Il faut éviter les points de bascule. Donc, c'est pour ça que quand je parle de fracturation pour le gaz de schiste, comme il se fait aux États-Unis, comme il se fait en Alberta et en Colombie-Britannique, il faut s'y opposer parce qu'on risque de rejeter du méthane dans l'atmosphère. Pour les autres types de fracturation, ce que ça fait, c'est qu'on rend notre sous-sol poreux, fracturé, moins en mesure d'être étanche à des contaminants, que ce soit le radon ou d'autres choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quel pouvoir on a pour s'opposer? Bien ça, on va en parler dans la deuxième partie. C'est sûr qu'il faut que les citoyens s'organisent. Il faut qu'il y ait des nouvelles réglementations. Il faut qu'il y ait une opposition ou une représentation qui est faite par les citoyens, autant au niveau municipal, fédéral que provincial. C'est sûr qu'en ce qui concerne les permis d'exploration, tout ce qui est énergie, c'est le gouvernement provincial qui est le premier interlocuteur. Mais parfois, il faut peut-être passer par la municipalité, faire adopter des règlements municipaux qui feraient en sorte de, sinon empêcher, au moins retarder ou rendre difficile la venue des glaciers. Mais ça, on va en parler abondamment avec Mme Gendron. Oui, monsieur. Je veux savoir comment se fait que M. Legault a pu dire qu'il y avait une acceptation sociale au moment où on a un député de la CAQ qui nous représente. Deux choses, j'aurais à répondre là-dessus. C'est que c'est pas la première fois qu'il dit ça. Il l'a fait aussi pour Anticosti, par exemple. Il dit Anticosti, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'opposition. Il y a juste des chevreuils. Je pense qu'il y avait quelque chose, un peu de choses proches de ça. Donc, je crois qu'il sous-estime les capacités des citoyens de se mobiliser. Et deuxièmement, je crois qu'en ce qui concerne peut-être les députés caquistes de la région, je crois qu'ils rêvent tellement de la venue du gaz naturel et de l'essor du gaz naturel qu'ils en viennent à raconter, j'aurais tendance à dire, presque n'importe quoi. Parce que l'opération, vous n'en ferez pas chez nous, était très bien. Je te rappelle juste à mettre un petit détail là-dessus, c'est qu'avec des citoyens de ma MRC, qui est Nicolas Yanesco, on est allé voir Donald Martel. L'automne passé, je connais bien Donald Martel parce que j'ai travaillé à la MRC avec lui. Et il était bien frère Donald, il est frère avec moi. Il a dit que lui, il voulait des gaz de schiste pour du développement, mais qui considérait que ça ne pressait pas. Il était dans le sol, ça pourrait être fait plus tard. Et surtout, il a dit que selon lui, il n'y en avait pas d'acceptabilité sociale. Ça, je peux vous jurer qu'il ne contredira pas là-dessus. Il sait très bien qu'il n'y a pas d'acceptabilité Mais en sociale. 2012, est-ce qu'il y avait... Non, mais ça, c'est en 2016 qu'il nous a déclaré ça à nous, qui sommes allés rencontrer. Ben, c'est comme n'importe quoi. On a vu avec M. Charest, on a vu avec M. Couillard, etc. Les politiciens évoluent au fur et à mesure que les Mais il reste que ça, c'est une cible d'action qu'on peut faire. N'importe quel citoyen peut envoyer un courriel à Donald Martel et rappeler que pour vous, il n'y en a pas d'acceptabilité sociale. Ça, c'est très facile à faire. Il est sur l'Internet, puis il va être content d'avoir des nouvelles, puis de se faire renforcer dans sa conviction. Encore une ou deux questions à la pause? Oui, monsieur. Ils ont perforé le long de la route là, pour voir ce qu'il y avait dans le sous-sol. Pas loin du calvaire en haut. De la route, ça en haut. Y a-t-il une relation entre.
Je ne sais pas. Il y a des débats. C'est ça la réponse. La réponse là-dessus, c'est contraire. C'est qu'il y avait un mouvement de sol, et puis ils ont perforé des puits pour aller vérifier la nature du mouvement de sol. Les forages ne sont seulement qu'en surface. Ils vont probablement jusqu'au socle rocheux, là, mais ils ne dépassent pas la terre. Et ça n'a pas rapport avec ça. Les mouillés étaient là, hein? Mais ça peut avoir une concordance pareille. Non. Quand les compagnies passent, c'est à plus de 500 mètres. Si c'était à Deschaillons, ce serait à plus de 500 mètres. Ce ne serait pas à 30 ou 100 mètres. Ce serait vraiment très fort. Il y a un monsieur ici. Oui. Moi, je n'aurai pas la chance d'être présent dans la deuxième moitié, alors je vous dirai, les politiciens sont ceux qui font adopter les règlements. Le seul moyen de les faire bouger, c'est de les menacer de ne pas les réélire. Le seul moyen qu'on a pour faire changer les règlements, c'est ça. J'ai laissé mes coordonnées à madame. Moi, je suis un spécialiste Internet du mouvement de masse. Si vous voulez vous réunir pour crier et appeler vos amis des municipalités à côté, rejoignez madame, assez me rejoindre. Je suis capable de vous aider à vous organiser un point virtuel qu'on peut envoyer dans le visage d'un ministre ou d'un gouvernement entier. Merci tout le monde. Petite question ici. Est-ce que la culturation peut amener des séismes? Ah, tout à fait. Au début, on n'y croyait pas. Beaucoup de scientifiques n'y croyaient pas. Et là, on s'est aperçu dans un premier temps que lorsqu'on mettait de l'eau dans les puits de l'eau usée, parce qu'on ne savait pas où les mettre, on ne pouvait pas les traiter dans les usines, donc on mettait ça dans les puits, et quand ça atteignait le socle rocheux, surtout le socle précambrien, justement, et là, ça occasionnait des tremblements de terre. Ça, c'est ce qu'on s'est aperçu dans un premier temps. Et là, dernièrement, depuis quelques années, on s'est aperçu qu'il y avait des opérations de fracturation qui occasionnaient des tremblements de terre assez importants. Et en Colombie-Britannique, on s'est rendu compte que parfois, ça entraînait des tremblements de terre avec un délai de quelques semaines. Mais on a pu faire des corrélations à quelques distances, à quelques kilomètres de distance. On a pu faire des corrélations entre l'événement sismique et la fracturation. Mais le risque majeur, et d'ailleurs aux États-Unis, c'est extraordinaire, parce qu'à l'est des Rocheuses, il y avait très très peu de tremblements de terre. Et depuis qu'ils font le gaz de schiste, les plus grands tremblements de terre, et ils sont en quantité maintenant industrielle. Pourquoi? Parce qu'ils injectent des eaux usées dans les anciens puits. Donc, ce n'est pas anodin. Oui, quand on parle d'acceptabilité sociale, c'est quoi le poids des régions? L'acceptabilité sociale. C'est sûr qu'il y a un poids électoral. Il y a un poids, ça dépend des circonscriptions. Socialement, l'acceptabilité sociale au Québec au complet. On parle d'acceptabilité sociale locale ou pas? Il faut que ce soit le plus large possible. Et parce que la question avait été posée au ministre Arcan à l'époque par les groupes citoyens, c'est quel pourcentage il faudrait? C'est quoi le pourcentage d'acceptation ou de non-acceptation sociale qui ferait en sorte que le gouvernement recule ou ne recule pas? Et là, les réponses qu'on avait eues à l'époque, c'est compliqué. Est-ce que les gens de la vallée du Saint-Laurent peuvent disposer de la question d'anticosti et inversement? Disons que c'est une notion qui est encore très floue. Et malgré le fait qu'il y a eu un chantier d'acceptabilité sur l'acceptabilité sociale au ministère de l'Énergie, on n'est pas vraiment beaucoup plus avancé en 2017 par rapport à 2010. Moi, j'aurais tendance à vous répondre le plus clairement possible, c'est que soyons le plus ferme et le plus catégorique et organisons-nous si on veut quelque chose, on risque d'avoir plus que si on attend que le gouvernement considère que c'est l'acceptation sociale. Moi, j'ai déjà posé la question. On m'a répondu qu'il faut sortir de l'exploration. Ça veut dire que localement, ça a l'importance, mais c'est un peu plus global que ça, parce que si c'est seulement à un endroit, Parce que les décisions se prennent plus au provincial et au fédéral dans certains cas qu'au niveau municipal. C'est ce que ça revient à dire. C'est que finalement, la
filière du gaz de schiste, c'est un problème qu'on vit au Québec, ailleurs au Canada aussi, c'est un problème provincial. Une question peut-être méchante. Si à Montréal, les gens sont favorables au gaz de schiste, Je ne crois pas qu'il y ait des gens que les citadins, parce qu'évidemment, les citadins, il y a ceux qui vivent plus en ruralité. Je ne crois pas qu'il y ait des différences fondamentales une fois qu'ils ont la même information. Et c'est là que souvent le bas blesse. Les gens en milieu urbain sont moins au courant, ne vivent pas les mêmes réalités que les gens des petites localités que je visite présentement. Mais par contre, si vous me permettez, dans nos rencontres provinciales du regroupement vigilance hydrocarbures, on rencontre souvent les gens de Montréal. Ça commence. Ce qui me préoccupe, c'est les pupilines qui passent, se prennent dans leur cours, dans leur garderie. Alors, c'est tout le même problème sur fracturation, pupiline. C'est toujours le monde du pétrole dans lequel on veut rester. Puis on a besoin du pétrole encore pour un bout de temps, mais il ne faut pas s'enfoncer dedans. Il faut tout de suite se tourner par des alternatives. Puis ça, en fait, je pense qu'ils sont beaucoup plus simples. Une pause de 5 minutes. Oui, une petite pause, là, juste j'ai du café. Les premiers vont l'avoir tout de suite, puis les derniers.